La deuxième page de ce 21-23 consacrée, je vous le disais dans les titres, à une guerre silencieuse, insidieuse, celle des ingérences étrangères. Alors vous avez entendu parler de cette affaire, de ces têtes de cochon déposées au pied de mosquées. Ce n'est que la dernière en date, il y en a eu beaucoup d'autres. Pour en parler avec nous autour de ce plateau, Valentine Watrin, bonsoir, journaliste à Complément d'enquête. À côté de vous, Bogdan Bodnar, bonsoir, journaliste La Tribune, spécialisé dans la tech et la géopolitique. Et puis Nicolas Quesnel, bonsoir. Journaliste à Intelligence Online. Vous êtes l'auteur aussi de Allô Paris, ici Moscou, plongé au cœur de la guerre de l'information aux éditions de Noël. Alors, on va justement aller sur le terrain, voir ce qui s'est passé avec ces 9 têtes de cochon déposées au pied des mosquées. Et après, on en débat. Regardez d'abord, c'est un reportage pour notre journal de 20h de Laurence Nao, Odile Longueval et Philippe Lagaume. En plein cœur de la campagne normande, le témoignage de cet éleveur est déterminant. Lundi dernier, c'est lui qui vend les 10 têtes de cochons qui seront déposées ensuite devant des mosquées de Paris et sa région. Des têtes de porc, l'agriculteur en vend régulièrement, mais là, l'attitude des deux acheteurs l'interpelle. On avait 2 personnes étrangères ne parlant pas français et parlant mal anglais. 10 têtes de cochon, effectivement, on n'a pas l'habitude de vendre 10 têtes de cochon, mais on a l'habitude de vendre des têtes de cochon entières pour cuisiner. Eux arrivent, mettent ça dans un coffre de voiture, donc la chaîne du froid, déjà on n'en parle plus là, à ce moment-là. Quelques heures après la transaction, une caméra filme l'un des 2 hommes déposant les têtes de cochon. Plusieurs d'entre elles portent l'inscription Macron. 7 mosquées sont ainsi ciblées. La nouvelle fait la une des journaux. L'éleveur décide alors d'alerter les gendarmes. J'ai vu une voiture Serme. La transaction était à ce point étonnante que j'en ai pris une photo, alors que je n'ai pas l'habitude de prendre les photos de tous mes clients. Grâce à cette photo de la voiture immatriculée en Serbie, les enquêteurs retracent l'itinéraire du véhicule. Lundi, il part de l'élevage de Normandie, direction Paris. Et dès mardi matin, après la commission des faits, passe la frontière belge. Une ligne de téléphone croate est utilisée par les hommes et géolocalisée par la police. Autant d'éléments qui laissent supposer l'ingérence d'un pays étranger. Ce but, c'est de troubler nos concitoyens, de créer finalement des interrogations sur le pays dans lequel nous vivons, sur leur sécurité, et puis bien sûr de créer des fractures intercommunautaires. Alors, on rappelle que c'est pas la première fois. Hein. Il y a eu en octobre 2023 des étoiles de David retrouvées dans Paris. En mai 2024, des mains rouges sur le mur des justes du mémorial de la Shoah. En juin 2024, des cercueils déposés au pied de la Tour Eiffel avec une inscription soldats français de l'Ukraine. Il y en a eu plusieurs. Valentine Watrin, vous avez donc enquêté. On va voir un extrait de votre reportage plus tard. J'allais dire, ça ne vous surprend pas cette histoire de tête de cochon. On est dans une stratégie d'une ingérence planifiée. À ce stade, dire que ça ne me surprend pas, ce serait peut-être un peu prématuré. En tout cas, on reconnaît des choses, un style, un mode opératoire qu'on a déjà vu par le passé et qu'on a par le passé attribué à la Russie. À ce stade-là, des têtes de cochon, rien ne permet encore de l'affirmer. L'enquête est encore en cours. Mais on reconnaît en effet ce mode opératoire avec des personnes qui viennent de pays étrangers, d'ex-républiques satellites de l'URSS, qui viennent de manière très très rapide, avec un mode opératoire un peu confus, un message qu'on a du mal à saisir. Et en ça, oui, assez rapidement, ça fait penser à une tentative d'ingérence de la Russie. Bogdan Bodnar, vous aussi, c'est quelque chose, c'est la continuité de ce qu'on a connu en France. Alors, vous en avez cité quelques-uns. Moi, j'en ai une liste d'une dizaine, et puis ça touche toute l'Europe. Évidemment, on prend ça avec des pincettes. Maintenant, sur le mode opératoire, tout porte à croire qu'on est sur un mode d'espion jetable. C'est des choses sur lesquelles tous les invités ici ont travaillé. Donc, des personnes, on n'est plus sur l'espion du KGB dans le style James Bond, hein. On est sur des personnes assez potentiellement lambda, qui ont pu être recrutées pour quelques centaines d'euros parfois, et pour, on va dire, une déstabilisation à bas coût et efficace, puisqu'on en parle ce soir. Enfin, on fait bien d'en parler, hein, mais on en parle parce que ça a fait du bruit déjà sur les réseaux sociaux. Et tout ce mode opératoire, on l'a répété, il est de plus en plus régulier. Et encore une fois, il fait effet. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, ces personnes qui sont recrutées pour un job, un travail, est-ce qu'elles n'ont pas forcément conscience de ce qu'elles font ? Alors bon, à partir du moment où une personne est adulte, majeure et elle n'a pas de problème psychiatrique, je pense qu'elle est parfaitement consciente de ce qu'elle fait. Ensuite, sur la déstabilisation, est-ce qu'elles ont conscience d'un grand plan de déstabilisation, ou est-ce que
Je pense une que vision plus étriquée. Pour quand on les interviewe, je reviens encore une fois au documentaire de Valentine, c'est des personnes assez lambda. Moi, j'ai en tête une personne ukrainienne qui avait été recrutée par les renseignements russes sur TikTok. Et en interviewant un peu ses voisins, les riverains, il me disait que c'était une personne assez perdue dans la vie. Et dans le village, on savait que c'était la seule qui était pro-Poutine. Donc c'était une femme seule qui avait beaucoup de mal à éduquer son fils. Et les Russes l'ont contactée sur TikTok par message. Après qu'elle ait elle-même posté quelques contenus, ils lui ont proposé de donner... Pardon, excusez-moi. Ils lui ont proposé pour qu'elle donne des renseignements à l'armée russe. Le renseignement ukrainien l'a appris. Aujourd'hui, cette femme sera condamnée pour haute trahison. Pour les Russes, c'est une espionne jetable. Mais elle, c'était une femme qui était clairement qui était en difficulté, qui était en manque d'argent et qui a saisi une opportunité qui, pour elle, paraissait simple. Nicolas Canel, justement, vous avez écrit Allô Paris, ici Moscou. On va évidemment en parler, mais j'ai une question. Je sais que, par exemple, dans le monde du renseignement, on dit que tout le monde s'espionne. Les alliés entre eux s'espionnent, les Américains espionnent les Français espionnent les Britanniques, même avec nos meilleurs alliés. Est-ce que cette ingérence étrangère, cette déstabilisation, ça, c'est vraiment le fait, j'allais dire, vraiment d'ennemis? On parle beaucoup de la Russie. Ou est-ce que d'autres puissances, même des puissances alliées, veulent nous déstabiliser? Non, alors... évidemment, il n'y a pas que la Russie pour mener ce genre d'acte. Alors, c'est vrai que la Russie s'est quand même fait une spécialité et a développé certains modes opératoires depuis la guerre froide, même depuis le début du XXe siècle, sur certains cas. Typiquement, on parlait des mains rouges, celle qui faisait référence à l'épidémie des swastikas en Allemagne dans les années 50 ou 60, si je ne me trompe pas. Mais évidemment, il n'y a pas que les Russes. On avait aussi l'Azerbaïdjan, on peut citer l'Iran, on peut citer la Chine. On peut aussi citer, comme les services de renseignement, ou en tout cas Viginum l'avait fait récemment, le mouvement MAGA aux États-Unis, qui aussi s'est lancé dans des opérations qu'on pourrait qualifier peut-être un peu hâtivement, en tout cas de déstabilisation, si ce n'est d'ingérence. Oui, on l'a d'ailleurs vu, même avec, on a d'ailleurs accusé le mouvement MAGA, enfin le début du mouvement MAGA, par exemple, d'intervenir sur le Brexit au Royaume-Uni. Donc on voit qu'il peut y avoir des ingérences, là-dessus. Bien sûr. Alors après, là, pour le coup, on est vraiment face à des gens, si en tout cas la piste russe se confirme, ce qui n'est pas le cas à l'heure où, c'est pas encore confirmé à l'heure à laquelle on se parle, mais effectivement, il y a tout un mode opératoire qui n'est pas sans rappeler ce que l'on a pu voir en France par le passé. Et ce que mes camarades autour de ce plateau ont dit, qui est très vrai pour le coup, et je les rejoins sur ce qu'ils disent, mais je rajoute aussi quelque chose. Les opérations d'ingérence, si au moment de l'URSS, pendant la guerre froide, étaient l'apanage des services de renseignement soviétiques, ce dont on se rend compte, c'est depuis la fin de l'URSS, depuis la fin de la guerre froide, on a une privatisation de ces types d'opérations qui est aussi significative. D'où le fait que l'on peut voir typiquement des personnes recrutées et payées à la tâche pour mener certaines opérations. Et là, évidemment, on peut parler de quelques dizaines d'euros par acte fait, et ça peut aller jusqu'à parfois 10 000 euros pour des actions bien plus graves. Je vous pose à tous les trois une question un peu naïve, mais il y a un débat qu'on entend dans notre société, notamment avec ce qui se passe en Ukraine. Un certain nombre de Français disent arrêtons, la Russie ne nous a pas déclaré la guerre, cette guerre n'est pas la nôtre. Il y en a d'autres, notamment le gouvernement français, qui dit c'est une guerre, la Russie nous a déjà déclaré la guerre, ça n'est pas une guerre avec des missiles sur Brest ou sur Orléans, mais c'est une guerre avec ces ingérences étrangères. Est-ce que vous qui avez enquêté là-dessus, vous vous dites, oui, il y a un vrai danger dont peut-être les Français n'ont pas tout à fait conscience? Moi, pour le coup, je dirais que oui, il y a un vrai danger. Alors, je suis toujours un petit peu récalcitrant à utiliser le terme de guerre qui, quand même, fait automatiquement penser à quelque chose de beaucoup plus militaire, de beaucoup plus guerrier, avec des personnes qui meurent très directement et très concrètement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la Russie nous a désignés comme ennemis. Ça ne fait absolument aucun doute. Et encore une fois, là aussi, il y a une continuité historique. Déjà, pendant l'URSS, la France était considérée comme le maillon faible de l'OTAN, et on peut s'interroger sur le fait de savoir s'il y a une continuité là-dedans avec ce qu'on voit aujourd'hui. Et ça, c'est ce que Thierry Burkhard, l'ancien chef d'état-major français, avait dit lors du dernier 14 juillet, je crois. La Russie nous a clairement ciblés comme un ennemi, Bogdan. Ouais. Complètement. Mais après, on peut se méfier aussi des discours pacifistes parce que malheureusement, on ne choisit pas d'être en guerre. Parfois, ça s'impose à nous. Alors, je suis d'accord que c'est un terme qu'il faut utiliser, qu'il faut prendre avec des pincettes. Maintenant, il y a des guerres informationnelles. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que les généraux sont plutôt anxiogènes parce qu'aujourd'hui, quand vous faites un exercice de l'OTAN,
le poids de l'information est tel et peut tellement déstabiliser un pays qu'il y a toute une partie lutte informationnelle. Et donc, les armées recréent des réseaux sociaux parce qu'elles s'imaginent que demain, une campagne de bots, donc des faux comptes programmés, pourront influencer le champ de bataille. Et c'est souvent même ce qui se prépare en amont. Donc, on parle de guerre hybride. Avant même d'attaquer, on déstabilise le pays. On divise. L'adage « diviser pour mieux régner » n'a jamais aussi bien fonctionné avant de préparer des conflits. Alors, tout de suite, Valentine, on va aller voir un premier extrait d'un de vos reportages pour pour complément d'enquête. Vous êtes allé en Moldavie, c'est une séquence assez folle à laquelle qu'on va voir, parce que vous avez pu rencontrer, après une longue enquête et une longue négociation, un homme qu'on peut présenter comme le commanditaire d'un certain nombre d'actions d'ingérence. Vous l'avez donc rencontré en Moldavie. On écoute votre interview et vous en parlez juste après. Dans la ville de Chisinau, la capitale, nous avons rencontré celui qui revendique l'organisation de l'opération. Il s'appelle Anatoly Prysenko et dans la vie, il fait du recrutement pour des petits boulots. Après de longues négociations, il a accepté pour la première fois de recevoir une équipe de télévision. Moi, je suis dans la logistique. Mon travail, c'était de trouver des gens et de les envoyer en France. Et comment est-ce qu'un petit entrepreneur moldave comme vous se retrouve à la tête d'une opération dans les rues de Paris? Un homme du nom de David m'a contacté. Il m'a dit « J'ai besoin de personnes qui feront des graffitis. C'est une action pacifique, en soutien aux Juifs. Ce seront des étoiles de David. Et on devait recevoir 250 € par personne. » C'est qui ce David? C'est un homme avec qui je communiquais. Nous discutions sur TikTok. Il s'est décrit comme le représentant d'une organisation de défense des Juifs d'Europe, le bouclier de David. Nous avons cherché des traces du bouclier de David. Et s'il existe bien des associations qui portent ce nom, aucune ne correspond à la description fournie par Anatoly Prysenko. Vous pouvez nous montrer vos échanges? Oui, j'aurais pu vous montrer, mais on verra ça plus tard. Il s'est effacé de mes contacts. Il s'est supprimé tout seul? Oui, tout seul. Il existe ce David? Oui. Anatoly Prysenko refuse de nous en dire plus sur son donneur d'ordre. Mais certains de ses engagements vont mettre les enquêteurs sur une autre piste. Nous avons regardé son compte TikTok juste avant qu'il le supprime. On y découvre un homme très russophile. Un nostalgique de l'Union soviétique qui célèbre le 9 mai, fête nationale en Russie. Valentine Vatrin, incroyable interview. Qu'est-ce que vous avez, déjà, comment vous avez réussi à l'approcher? Et puis, qu'est-ce que vous avez ressenti durant et après cette interview? C'est un personnage qui est très déstabilisant. On le voit dans l'interview. Il se démonte jamais, mais chacun se fera son opinion en regardant le reportage. Mais on a l'impression... Disponible en replay, je le dis évidemment, sur toutes les plateformes de France TV. Donc chacun se fait son avis, mais c'est vrai que moi, au fil de l'interview, j'ai quand même l'impression qu'il est en train de se rire de moi, c'est-à-dire qu'il ne me dit absolument pas le fond de sa pensée. Pour le contacter, je me suis appuyée sur le travail de mes confrères. Il me semble que c'est d'abord Europe 1 puis Le Monde qui avait révélé qu'il y avait un certain Anatoly P. qui serait le commanditaire de cette opération des Étoiles Bleues dans les rues de Paris. Et il se trouve qu'il avait un profil Facebook accessible, public. Donc moi, je le contacte sur son numéro de téléphone qu'il affiche vraiment sur ses réseaux sociaux. Il se trouve que je suis russophone, j'ai étudié le russe, donc ça m'a été utile. Et puis, au départ, il ne me répond pas, il décroche son téléphone et puis il ne répond plus pendant des semaines. Donc, ça dure assez longtemps. Et puis, il finit par me dire « Ok, venez ». Mais jusqu'à la veille jusqu'au moment où je le rencontre physiquement, je doute du fait qu'il accepte vraiment l'interview parce que c'est un type de personnage qui est particulier. J'avais jamais rencontré ça. Et vous avez l'impression, comme disait Bogdan tout à l'heure, est-ce que vous avez l'impression d'être face à un homme de service secret, d'opération undercover, comme on dit, ou plutôt d'un gangster?
Alors, ni l'un ni l'autre, c'est vraiment un monsieur tout à fait lambda qui vit dans une grande tour d'immeuble en Moldavie, dans un petit appartement avec sa femme, ses enfants. Il nous invite, alors avant de tourner l'interview, il nous invite à déjeuner. Il insiste beaucoup. Donc, on rencontre sa famille. C'est un homme très modeste qui n'est pas habillé avec face, qui a une voiture, somme toute, assez lambda. Donc, on n'est pas sur quelqu'un qui mène grand train. On n'est pas non plus sur un bandit. C'est quelqu'un qui dit, moi, je suis un petit entrepreneur et sur qui on ne se retournerait pas dans la rue. Alors, Nicolas Quesnel, parce que donc là, il s'agit de l'affaire des étoiles de David d'octobre 2023, retrouvées dans Paris. Quel est le but de la manœuvre? Alors, évidemment, on n'a pas toutes les pièces du puzzle, mais quel est le but de la manœuvre en mettant des étoiles de David en plein Paris? Et d'ailleurs, je crois qu'au début, la classe politique se demande si ce n'est pas les islamistes. Donc, oui. Justement, en fait, c'est un petit peu, même s'il faut rester prudent, mais on est généralement sur des opérations qui ont un but, c'est la déstabilisation. Et pour déstabiliser un pays, notamment comme la France, vous essayez d'appuyer sur toutes les lignes de fracture qu'il peut y avoir dans la société. Évidemment, ils rebondissent généralement assez souvent sur l'actualité, sur des phénomènes d'actualité. Moi, j'avais enquêté notamment sur des opérations qui avaient été menées par feu Yevgeny Prigojine, qui était l'homme qui se cachait derrière les mercenaires de Wagner, qui, à l'époque, juste avant la présidentielle de 2022, essayait de faire monter le sujet des violences policières en France, qui est un sujet dont on entendait beaucoup parler à l'époque. Donc voilà, il y a une dimension, je pense, qui est parfois tout à fait opportuniste et même qui rebondit souvent sur l'actualité. Là, si la piste russe se confirmait pour le cas des têtes de cochon, quand même une réflexion qui me vient en tête, c'est que parfois, c'est parfois très mal fait. Il y a quand même des critères qui ne sont pas pris en compte. C'est-à-dire que déployer une opération, mettre en branle toute cette opération, la veille de la nomination d'un Premier ministre avec des événements internationaux, etc., le timing est quand même globalement mal choisi. Oui, et puis effectivement, vous avez raison là-dessus, il y a un côté un peu, ça part un peu dans tous les sens. C'est-à-dire tête de cochon face à mosquée, on se dit pour attiser les juifs contre les musulmans, mais il y a Macron écrit dessus. Non, mais il y a des fois, il ne faut vraiment pas chercher beaucoup de logique. Je veux dire, on est aussi parfois sur des personnes qui montent des opérations, pas des branquignoles, mais enfin bon, j'ai des pieds nickelés. On va dire que de ma carrière, j'ai quand même plus rencontré des pieds nickelés que des génies du crime, quoi. Bogdan, vous avez partagé cette analyse-là aussi. C'est-à-dire qu'encore une fois, ce que vous disiez, on imagine c'est plus le KGB ou des services secrets qui, de manière extrêmement précise et super stratégique, organisent des choses. On est plutôt dans de l'agitation, de la déstabilisation. Et puis on verra ce que ça fonctionne, parce que c'est une bonne stratégie, mais combien de personnes vont... Enfin, je ne doute pas des audiences ce soir, mais combien vont regarder, vont essayer de décrypter. Malheureusement, il y a des politiques que je ne citerai pas qui ont directement réagi aussi à ces exactions. Je ne sais pas si ces élus vont revenir dessus. En revanche, cette référence à ces hommes politiques, on dit c'est l'islamisme, qui ont dénoncé, qui ont tout de de suite réagi. Ce qui s'est reproduit, si je peux me permettre, sur les têtes de cochon, où encore une fois, on blâme les responsables. On dit Jean-Luc Mélenchon, pour ne pas le citer, qui dit c'est l'islamophobie chauffée à blanc par le ministre de l'Intérieur, par le corps préfectoral. Donc, tout comme les étoiles de David, où on avait dit c'est l'extrême gauche, ce sont les islamistes. On accuse, on désigne des responsables, alors même que l'enquête ne dit pas qui est à l'origine de ces actions. Mais je ne sais pas combien vont ensuite vérifier que si vous êtes enfermé dans un algorithme, le principe même des algorithmes des réseaux sociaux, c'est que vous restiez dans cette bulle. Si vous ne faites pas un travail et s'il n'y a pas un autre média, un autre moyen de décrypter tout ça, vous allez juste tomber sur cette information. Et ça, les outils de propagande russe l'ont parfaitement compris. Je mentionnerai juste le fait que Nicolas, tout à l'heure, a cité Prigojine. On en a beaucoup parlé, on en a fait presque un personnage un peu caricatural et un militaire. On rappelle, Evgeny Prigojine, qui était vraiment à l'origine le cuisinier, je crois, exactement, et qui est une sorte d'éminence grise. Fondateur de Wagner, et puis qui a fini par se rebeller, tentative, on n'a pas encore tous les détails, de coup d'État contre Vladimir Poutine, et puis Evgeny Prigojine, évidemment, qui disparaît dans un accident d'avion totalement impromptu, et qui n'a jamais pu être attribué, évidemment, à Vladimir Poutine. C'est pour resituer pour nos téléspectateurs. Et donc, ce même homme était à la tête d'une institution qui s'appelait Internet Research Agency. Le nom est presque comique, tellement il est vrai, puisque c'était une institution créée par le renseignement russe pour analyser les réseaux sociaux et pour mener des campagnes de propagande. Et c'est un homme aussi qui a complètement changé la manière d'agir du renseignement russe.
il a compris comment grimper Facebook. On est dans les années 2010-2012. Il voit comment fonctionnent les réseaux sociaux et il comprend qu'il n'y a pas besoin de mettre des milliards et des milliards. En fait, en utilisant ces algorithmes, en utilisant ces lignes de code pour influencer la population, c'est largement suffisant pour avoir un impact sur l'Occident. Et il le fait partout, parce que sur ce plateau même, on avait reçu notamment notre correspondant en Afrique, Nicolas Bertrand. Oui. On sait ce que Wagner, grâce justement à donc les ingérences russes, elles ont eu lieu aussi en Afrique, et puis on a aussi vu les effets, notamment sur la présence des troupes françaises en Afrique aujourd'hui qui sont parties. Je pense que, alors évidemment, sur l'Afrique, il y a toute une question qui va se poser vis-à-vis de la Russie, de son degré de responsabilité aussi dans le départ des forces françaises. Moi, je peux pas m'empêcher de penser que parfois les Russes ont quand même bon dos et ça sert aussi à mettre sous le tapis notre propre responsabilité, notre propres écueils, notamment sur la politique africaine. Quand même, sur les actions qui ont lieu en France et qu'on a pu identifier comme étant plus ou moins liées à la Russie, ça pose la question quand même de la responsabilité médiatique sur ce genre d'opération. Ce qui est très intéressant sur les Mains Rouges et sur les Étoiles de David, c'est que ces opérations qui étaient menées dans le vrai monde avaient aussi une composante numérique. C'est-à-dire qu'on faisait l'action d'abord dans le vrai monde et ensuite il y avait des réseaux coordonnés inauthentiques sur les réseaux sociaux qui étaient censés faire monter la sauce. Ce dont on s'est aperçu, c'est que la partie numérique a complètement échoué. Par contre, ces opérations ont été un succès. Pourquoi ? Parce qu'il y a des chaînes de télé, un écosystème médiatique très favorisé du fait de l'information en continu, qui s'est jeté sur ce qui était un fait divers et a alimenté, a fait monter le phénomène. Il est fait monter alors qu'il a fallu que quelques jours quand même pour se rendre compte de la manipulation, sauf que là, le mal était fait, des ministres avaient réagi, des hommes politiques avaient réagi. Je pense qu'on ne peut pas parler de ces sujets sans évoquer aussi une certaine responsabilité médiatique qui serait quand même de prendre un peu de recul et peut-être ne pas sauter systématiquement comme la misère sur le pauvre monde sur chaque fait divers qui peut éclore parce qu'on peut avoir des surprises. La leçon est retenue, on tâchera de s'en souvenir. Valentine Vatrin, justement, on parlait du numérique. Il y a un deuxième extrait qu'on voulait montrer de votre enquête dans Complément d'enquête. C'est sur cette agence de design russe qui s'appelle SDA. Et on va voir ce dont vous parliez justement, Nicolas. On regarde un extrait de votre reportage, Valentine, et on en reparle juste après. Ces dessins moquent nos polémiques. Comme les JO de Paris, cernés par les punaises de lit et les rats. Bienvenue aux Jeux Olympiques. D'autres images ont un but clairement politique. Avant les élections européennes de juin 2024, la SDA a produit une série de caricatures visant à encourager le vote Rassemblement national. Mets de l'ordre dans la maison, Marine. L'objectif, c'est bien évidemment de pousser des mouvements populistes, que ceux-ci soient de droite ou de gauche. Ils vont aller appuyer sur la plupart des endroits où ça fait mal en France à un instant T, que ce soit le pouvoir d'achat, que ce soit les migrations. Leur objectif, c'est notre désunion. Cet objectif est même décrit par la SDA dans un document de travail. Intensifier les tensions internes et former de manière artificielle des situations de conflit. Valentine, là on voit, c'est ce dont on parlait, c'est-à-dire que chaque élément d'actualité, débat de société un petit peu éruptif est propice, c'est une faille dans laquelle s'engouffrent ces agents d'ingérence. Oui, tout à fait. Et ils ont un système de veille. C'est ce qu'on a découvert, nous, donc, dans ces documents. C'est une fuite de données d'une société qui s'appelle la Social Design Agency, qui est une société de communication qui travaille pour le compte du Kremlin pour mener des opérations de déstabilisation, notamment en France. Et ce qu'on découvre dans ces documents, c'est qu'avant de dessiner, d'envoyer des messages via des bots, etc., ils ont une veille très, très minutieuse de notre actualité. Donc, tous les jours, on a une revue de presse, des points de tension, etc., qui sont recensés pour savoir ensuite où appuyer et, comme c'est dit dans les documents, aggraver les lignes de tension. Question, parce que Nicolas, vous en parliez, mais Bogdan aussi, est-ce qu'on est armé, nous, la France, face à cela? Parce que est-ce que nos services de sécurité, même de renseignement, alors la DGSE, elle forme vraiment des espions, des militaires sur le terrain, mais est-ce qu'on recrute suffisamment de personnel, j'allais dire, de contre-ingérence?
Depuis 2020-2022, la réponse s'organise, ça c'est sûr. On fait beaucoup plus aujourd'hui qu'on ne le faisait il y a quelques années. Aussi, donc on fait des progrès. Voilà, on fait des progrès. Alors après, est-ce que c'est suffisant? Moi, c'est un terrain sur lequel je me garde d'aller. Maintenant, il y a quand même une vraie question aussi qui est la quantification de l'efficacité de ces opérations d'influence. Aujourd'hui, on n'est pas en mesure de dire telle opération d'influence a été un fort succès, a particulièrement déstabilisé la société française. Tout simplement déjà parce que ça sort sur des tensions qui existent déjà, donc en fait c'est quand même compliqué d'arriver à quantifier l'effet que tout ça peut avoir. Et on a eu d'ailleurs le cas d'une opération d'influence russe dont on avait réussi à acquérir un petit peu les coulisses, où eux-mêmes sont en difficulté d'ailleurs pour quantifier. Et pour essayer de quantifier leur prétendue efficacité, ils recensaient le nombre d'articles dans la presse française qui parlaient de leur opération d'influence. Ça n'avait pas pour but de dire, bon, regardez, on est super fort. Ouais, il y avait quasiment un reporting marketing. C'est littéralement un reporting marketing, mais qui a juste pour but un seul objectif, c'est de demander 10% d'augmentation pour l'année prochaine si le contrat est reconduit. C'est tout. Et Bogdan, j'ai une question un peu peut-être très naïve, mais qui doit être juste. Est-ce que nous, on fait pareil? Est-ce que nous, les Français, on mène aussi ailleurs on a vu que l'Afrique était une terre de grande tension. Est-ce que nous, on a des services en France qui font des actions d'ingérence dans d'autres pays? Après, on peut se placer du point de vue que l'on veut. Hein. Il n'y a rien d'objectif dans le monde. Donc si on veut voir le monde du point de vue de l'Occident, on le verra du point de vue de l'Occident. Si on estime, comme la Russie, que tous les pays de l'Est lui appartiennent et que l'Occident est défaillant et qu'il faut agir dessus, évidemment qu'on sera pro-russe. Donc ça ne sert à rien de faire preuve de cynisme. Évidemment que la France, en tant que puissance mondiale, puissance militaire, puissance économique, influence aussi des pays. Maintenant, je n'ai pas vu des têtes de cochon en Tchétchénie, par exemple. J'ai pas vu des exactions de ce type-là. Et c'est là toute notre différence. C'est que nous, on a une vision très administrative de l'influence, de la lutte contre la propagande, quand la Russie a, elle, une vision industrielle. Vous preniez le cas de SDA, c'est des posts LinkedIn, hein. C'est des créateurs de contenu, c'est des data scientists. Vraiment, c'est une entreprise comme une autre qui, elle, a une réflexion complètement business économique pour agir, quand nous, on est encore assez naïfs là-dessus. Bon, allez, on arrive au terme de cette page, mais merci à tous les trois d'avoir apporté vos éclairages. On en